Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors comment investir en 2020? Quelles actions acheter? Voilà en gros la grosse question que tout le monde va se poser au moment justement des fêtes où on reprend un petit peu les bases, on reprend un petit peu son portefeuille, on voit quelle est la performance qu'on a fait, on voit également quelle est la performance que les marchés ont obtenue et on essaye de comparer et on essaye d'ores et déjà de se poser les bonnes questions et d'investir pour la nouvelle année. Alors, cette vidéo, elle est là pour répondre à un certain nombre de questions, justement, et pour vous aider à faire les bons choix. Et comme d'habitude, ce ne sont pas des conseils, c'est un avis simplement partagé, et je vous invite dans les commentaires à vous-même partager vos propres convictions, vos avis, quelles sont les actions qui vous intéressent, et puis comme ça permettra de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour rester le plus objectif du monde. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de points, justement, qu'on a travaillé et qui, je pense, sur 2019 et qui, je pense, vont continuer de rester très probants. Et d'ailleurs, je veux dire, ce qu'on va se proposer en termes de liste, en termes d'actions, les scénarios dont on va discuter, ce qu'il est important de bien savoir, c'est que ça vit, ce n'est pas figé. Donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de toute façon, abonnez-vous à la chaîne, justement, pour pouvoir recevoir toutes les mises à jour dont on va pouvoir parler, puisque toutes les semaines, tous les week-ends, je fais de toute façon une analyse hebdomadaire des marchés et puis des actions qu'il faut suivre. Donc il n'y aura pas de doute que parmi tout ce dont on va parler, il y aura des choses qui fonctionneront, il y aura des choses qui ne fonctionneront pas, et il y aura de nouvelles choses auxquelles on pensera en 2020, auxquelles il faudra qu'on s'adapte, et donc essentiellement des nouveaux secteurs d'activité, voire de nouvelles valeurs également qui rentreront dans cette liste. Alors la première règle pour bien investir cette année, ça sera exactement la même que les années précédentes, c'est-à-dire ne pas avoir peur de la récession. Un bon investisseur, un investisseur ne doit pas craindre la récession, la crise financière, le krach boursier, il doit embrasser tout ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des cycles, et donc des cycles de ralentissement, on en a eu et on en aura encore. Au contraire, ce qui est important pour l'investisseur, c'est justement de profiter de ces moments-là et quelque part de les embrasser. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a énormément de mains tremblantes et c'est dans ces moments-là que des bons dossiers vont revenir à des niveaux de valorisation très bas. Et donc c'est à ce moment-là également qu'on va avoir justement des entreprises avec des actifs tangibles, avec des avantages compétitifs, comme on s'en est déjà parlé, qui vont revenir à des niveaux de valorisation très attrayants. Et donc c'est là où justement on va profiter de l'inefficience du marché parce que beaucoup de personnes ont peur, vendent et donc permettent à ces belles entreprises de revenir à des niveaux de cours très intéressants. Et donc quelque part, je veux dire, s'il n'y avait pas de ralentissement économique, s'il n'y avait pas la peur de la récession, la peur de la crise, la peur du krach, en tant qu'investisseur, on ne pourrait pas profiter des inefficiences du marché. Et donc si on ne pouvait pas profiter des inefficiences du marché, tout simplement on ne pourrait jamais battre le marché. Et si on ne peut pas battre le marché, autant ne rien faire, acheter un tracker en mode passif, et puis laisser faire le marché et récupérer la moyenne. Et justement c'est ce dont on va parler. Sur l'année 2020 et je pense sur les années futures, il y a fort à parier que le niveau de performance qui est de ces 10 dernières années, qui est en moyenne de 8-9% par an, lui aussi va ralentir. Et donc l'investisseur passif, il va devoir très certainement se contenter de peut-être 3 ou 4% et d'un certain yo-yo. Je rappelle, la période de 2000-2010 également, c'est ce que l'on a vécu. L'investisseur passif en mode suivi, de tendance suivi des grands indices boursiers, il a quasiment rien fait. Puis derrière, il fait 8-9%, puis derrière, potentiellement, il fera rien. Bref, vous regardez dans l'histoire, vous avez toujours des grands blocs, justement, où il y a des années, voire des décennies, où un investisseur qui suit le marché ne fait rien. Et donc c'est là où on comprend également que peut-être il y a des rotations à effectuer, que peut-être justement 2020, ça sera le début, alors ça se fait jamais du jour au lendemain, mais ça sera peut-être le début justement, où on va voir un certain retour pour l'investissement actif. Moi je pense que c'est 2020, il faudra continuer à privilégier justement la sélectivité. Revenir à de la sélection de valeurs. Justement pour profiter de l'inefficience du marché, on ne cherche pas à acheter le marché dans son ensemble. On cherche à aller sélectionner des valeurs. Et donc pour ça,
on en parle déjà, mais on le voit, si on parle de ralentissement, les valeurs aujourd'hui de croissance, ce sont celles qui ont rameuté tous les flux, et donc ce sont celles également qui ont permis de faire de la performance. Et donc du coup, comme la plupart des investisseurs regardent ce qui a fonctionné pour se dire qu'est-ce qu'ils vont acheter l'année prochaine, ils regardent ce qui a fonctionné cette année. Donc ils sont très court terme, ils sont très biaisés évidemment, et donc ils vont faire ce qu'on appelle l'effet momentum, c'est-à-dire continuer de faire monter ce qui a déjà monté. Bien évidemment, à un moment donné, ça a toujours une limite, et ça a une limite justement quand des valeurs de croissance commencent un petit peu à avoir moins de croissance. Et donc du coup, ça va peut-être être le changement de paradigme où le marché va commencer un petit peu, et on l'a vu déjà ces dernières semaines, va commencer un petit peu à se refocaliser sur de la value, sur de la valeur, c'est-à-dire revoir un petit peu des valeurs qui ont été massacrées parce que ce sont des valeurs cycliques, mais qui sont revenues à des niveaux de valorisation où on se dit que voilà, peut-être que le pire est derrière, qu'il ne va pas y avoir tant de destruction de valeurs supplémentaires, et que donc on a des valeurs et des entreprises qui sont revenues à des niveaux de cours très intéressants parce qu'elles ont quand même un avantage compétitif durable qui va durer. Elles ont la capacité de résister donc à des crises, à des récessions, etc. Voire même d'en profiter, puisqu'il faut bien se rappeler qu'il y a énormément de cash sur le marché et que donc ce cash-là, il peut servir également à racheter des concurrents, à aller acheter et chercher de la croissance externe également, et donc à renforcer des positions dominantes. Et derrière également, on a donc ces valeurs-là qui ont des actifs tangibles. Donc aujourd'hui, c'est là où on peut profiter de l'inefficience des marchés. On peut acheter finalement des sociétés à 50 €, alors que rien que leurs actifs en valent 100. Donc après, bien entendu, il faut faire attention aux pièges fondamentaux où on croit acheter justement une valeur qui coûte moins, mais elle coûte moins parce qu'elle va continuer de détruire de la valeur au fur et à mesure des années. Donc ça aussi, il faut bien faire attention par rapport à ça. On fera des vidéos plus détaillées à ce niveau-là. Mais du coup, c'est ça également qu'il faut comprendre, c'est que donc on a tout un tas de différents changements de paradigme qui peuvent avoir lieu sur cette année 2020 et qui peuvent commencer en 2020. Hein, les choses ne se font pas du jour au lendemain, comme j'ai dit, mais on peut avoir un début de ça. Et justement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de sociétés qui sont revenues à des capitalisations qui sont très attrayantes par rapport justement à leur valorisation et à leurs actifs, et qui conservent également donc, cet avantage compétitif, et du coup, ça attire qui? Eh bien on le voit, les OPA et les OPR, elles ont recommencé, surtout sur les petites valeurs, et ça devrait continuer sur 2020. On devrait, sur 2020, continuer à dépouiller la cote. Et pourquoi? Parce qu'on a essentiellement des dirigeants qui du coup rachètent leur société. On a aussi des dirigeants du coup qui font des rachats d'actions, et qui potentiellement vont finir par retirer l'action totalement de la cote et du marché boursier. Et on a également, vous l'avez vu, je veux dire, s'il y a une bulle quelque part, elle est sur le private equity. On l'a vu avec WeWork, etc. On voit bien que les licornes sont extrêmement valorisées, survalorisées même. Par contre, il y a énormément de cash. Et ça, c'est quelque chose qui va être intangible et répété sur l'année 2020, c'est que le cash est là. Et donc, quelque part, également, ces private equity peuvent être très intéressés pour venir faire leurs emplettes, cette fois-ci, et pour acheter, finalement, des valeurs et des sociétés sur le marché boursier, et qui cotent pas énormément. Vous avez des valeurs aujourd'hui qui cotent moins que leurs fonds propres, ok, moins que leurs actifs tangibles, d'accord, mais vous avez aussi des valeurs qui cotent moins que leur trésorerie. Donc là aussi, c'est là justement il faut savoir profiter des inefficiences du marché. Donc ça, ce phénomène-là, il devrait perdurer sur l'année 2020, voire même augmenter. Et quelque part, quand vous avez justement ces opérations de spéculation avec ces rumeurs de rachat, etc., ça, c'est un élément qui est favorable au marché action, puisque évidemment, on va continuer à avoir des flux acheteurs pour essayer justement de continuer à se positionner sur ces valeurs-là qui font office et qui ont un certain nombre de rumeurs. Donc ça, c'est vraiment le premier gros élément. Le deuxième gros élément, c'est l'assurance vie. On a beaucoup aujourd'hui de particuliers qui vont se rendre compte que les rendements de l'assurance vie ont baissé et vont continuer de baisser, voire même vont atteindre 1%. C'est-à-dire que bientôt, si vous ne faites rien, alors on vous pousse quand même déjà à faire des unités de compte, mais en gros, si on a une majorité d'une assurance vie, d'un contrat d'assurance vie
qui est en fonds euros, eh ben, on va bientôt gagner beaucoup moins que l'inflation, et donc quelque part, c'est de la perte de capital qui est fait, qui est rognée au fur et à mesure par l'inflation. Donc déjà, les assureurs vous poussent aujourd'hui et continueront, ce processus-là va continuer et continueront à vous pousser à investir à chaque fois plus d'unités de compte. Donc ces unités de compte-là, c'est des trackers, très bien, mais ces trackers-là, ils sont très souvent à réplication physique, donc c'est-à-dire qu'ils vont revenir acheter les actions. Ils vont venir acheter des grosses actions. Et essentiellement donc les actions du CAC 40 et des gros indices boursiers. Et donc ça, c'est du flux également supplémentaire. Puisque ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'an dernier, pendant tous les premiers mois de l'année, on a continué justement à avoir un flux négatif, c'est-à-dire on retire des billes. Pourquoi? Parce qu'on a été émoussé par la fin d'année 2018. Et cette année, qu'est-ce qui va se passer? Quand tout le monde va se rendre compte que tout a monté quasiment à deux chiffres, l'or, les obligations et les actions, vous avez tout aujourd'hui qui a gagné plus de 20% cette année. Donc c'est clair et net qu'à un moment donné, il y a un loup, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des réajustements, et que sur les mois et les années à venir, c'est clair et net qu'on ne peut pas continuer comme ça, à avoir tout qui monte en même temps, de la même valeur. Ça, pour moi, c'est aussi une signification que le marché est blindé d'argent. Et donc du coup, on va acheter des actions, mais du coup, on va aussi se couvrir en achetant de l'or. C'est exact. Et on va aussi se couvrir en achetant de l'obligataire. Donc on a finalement un petit peu de tout, on diversifie, mais en gros, on a tout fait monter parce qu'on a tellement d'argent qu'on est capable de voir midi à midi, chacun voir midi à sa porte, et donc d'être capable d'acheter toutes les classes d'actifs. Et donc ça aussi, c'est un autre élément important, c'est que on avait vu fin 2018, beaucoup d'acteurs, la smart money comme on l'appelle, avaient été très réservés, étaient restés très cash justement, et ils sont restés très cash jusqu'au milieu de l'année 2019. Et donc ils ont encore énormément de cash. Ils vont certainement recevoir aussi du cash. Pourquoi? Parce que tous les particuliers qui regardent aujourd'hui les marchés boursiers vont se dire « Ah tiens, c'est monté de 20%. Ah ben, je vais revenir en bourse. » C'est toujours la même histoire avec un train de retard. Donc il y a fort à parier que les flux positifs que l'on voit revenir sur les actions ces dernières semaines vont continuer et vont certainement s'intensifier. Et ça, peu importe si le marché a déjà gagné 20% et que potentiellement il a besoin d'une correction et de souffler. Ça, bien entendu, la psychologie humaine fait que on va biaiser son esprit uniquement sur les événements récents. Et donc, on voit que ça a monté de 20% sur 2019, et bien voilà, on va investir sur 2020. On se fera peut-être doucher sur 2020, et donc du coup, on va désinvestir sur 2021, et ainsi de suite. Le deuxième élément, donc, là-dessus également, c'est que donc, vous avez le PEA, le PER, le PEA-PME, tout un tas, donc la loi Pacte, etc., l'assurance vie, donc tout ça également, c'est beaucoup d'épargne, beaucoup de cash aujourd'hui qui potentiellement pourront revenir sur les marchés boursiers par force, hein, quelque part, puisque les assureurs également vont vous forcer. Donc tout ça, c'est énormément de cash qui peut revenir sur les marchés, qui peut aider. Derrière, il y a les dettes. Alors tout le monde dit attention à la déflation, attention à la récession, attention à la crise. La crise sera nécessairement plus forte que celle des subprimes, c'est toujours la même chose. On va toujours prendre la dernière crise et on va penser qu'elle sera pire. Il y a fort à parier que récession, potentiellement, on en aura une, mais elle sera certainement pas plus forte que la précédente. Hein. Je veux dire, c'est des phénomènes quand même qui sont assez rares dans le temps. Ce que l'on voit également, c'est qu'on a de moins en moins de crises. Donc on a des cycles qui sont de plus en plus étendus, de plus en plus longs, et donc quelque part aussi, on a de moins en moins de crises. Alors bien entendu, vous avez tous les gourous qui vont à chaque fois vous expliquer pourquoi il y aura la crise l'année prochaine, mais leur seul but, c'est de répéter exactement ce qu'ils répètent chaque année, puisqu'à un moment donné ou un autre, ils finiront bien par avoir raison, et donc on les invitera sur les plateaux télé, etc. De toute façon, ils ne jouent que sur ça, que sur la peur, pour avoir un audimat. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que si vous les avez suivis, il y a une recherche de JP Morgan qui est sortie, vous perdez entre moins 50 et moins 70% de vos avoirs. Et donc ce qui est important de voir, c'est que, voilà, c'est toujours important de voir très bien, oui, il y a des risques, et il y en aura toujours des risques. Mais ce qui est important, c'est de suivre la tendance. Et donc, on suit la tendance. Et donc, quelque part, c'est pour s'investir 2020, c'est quelle sera la prochaine tendance. Sur quoi réellement on veut avoir un impact. Et pour moi, c'est très clair, c'est donc des flux qui seront certainement générateurs d'opportunités, des valeurs, on en voit en Europe, alors les US ne sont pas survalorisés, mais ils sont chers.
Et par contre, on le voit, l'Asie également, c'est le nouveau centre de gravité. Le monde va continuer de croître, la démographie est toujours croissante, c'est juste que le centre de gravité est en train de partir plus en Asie. Mais donc, quelque part, pour les valeurs cycliques, etc., on va toujours avoir besoin de matières premières, on va toujours avoir besoin de plus d'acier, on va toujours avoir plus besoin de matériaux. Même, je veux dire, aujourd'hui, on a des nouveaux cycles qui sont en train de se mettre en place sur le renouvelable, ça date pas d'hier, mais on voit qu'on a beaucoup plus d'investissements sur l'économie verte qui est en train de se mettre en place. Donc ça aussi, ça peut être générateur justement d'un thème d'investissement. Ce que l'on voit comme autre thème d'investissement également, c'est tout ce qui est lié à la 5G, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, à la robotique, aux technologies de demain, éventuellement aussi tout ce qui est lié, comme je vous l'ai dit, à l'économie verte et donc tout ce qui va être ESG, tout ce qui va être équité, les entreprises voilà, qui ont une gouvernance plus équitable, également tout ce qui est donc ESG, ISR. Mais faites bien attention par rapport à tout ça, informatique quantique, etc., j'en passe et les meilleurs. Faites attention par rapport à ça, puisqu'évidemment les émetteurs, ils savent très bien que ce sont des thèmes d'investissement qui sont à la mode, les gens recherchent à investir dans ce type d'entreprise-là, puisqu'ils pensent que c'est l'avenir. Et donc du coup, ils vont vous proposer très certainement des trackers qui existent déjà aujourd'hui. Ils vont vous les proposer à des frais qui sont 2 ou 3 fois supérieurs à des trackers qui vont répliquer un marché plus large, comme le S&P 500, le Nasdaq, ou encore un tracker monde, ou un tracker marché émergent, etc. Et ça, vous devez rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, ces émetteurs-là, ils achètent, pour investir dans l'intelligence artificielle, ils vont acheter du Google, ils vont acheter du Amazon, et derrière, ils vont acheter pour tout ce qui est quantique, 5G et compagnie, ils achètent quoi? Ils achètent les plus gros prestataires de semi-conducteurs aujourd'hui. Donc, en gros, vous allez vous retrouver très souvent, vous devez regarder ce qu'il y a dans ces trackers-là, et quelque part, pour investir en 2020, comme les années précédentes, comme les années futures, c'est toujours pareil. On se bataille avant tout, la bataille elle est avant tout contre soi, son propre ennemi, et derrière contre les frais. Donc faites attention par rapport à ces trackers effets de mode qui vont vous faire payer pas mal de frais de gestion pour au final intégrer des valeurs qui sont essentiellement déjà intégrées dans d'autres trackers, dans d'autres fonds qui coûtent beaucoup moins cher puisqu'ils sont dits plus généralistes. Donc faites attention encore, on n'a pas encore aujourd'hui, on a des petites valeurs, mais c'est là justement, ces petites valeurs ne feront jamais partie, et ne seront jamais suffisamment pondérées dans ce type de tracker-là pour avoir réellement un impact. C'est-à-dire que les Google de demain ou les Facebook de demain ne sont pas dans les trackers que vous allez acheter. Ou alors s'ils y sont, ils sont vraiment très sous-pondérés actuellement, donc vous ne profiterez pas de leur hausse. Pour ça, il faut être actif. Et donc c'est pour ça également que je pense que les gestionnaires actifs, en termes value également, en termes justement de pouvoir repérer les Google ou les Facebook de demain, c'est là justement où on gagne à pouvoir être actif, on gagne à pouvoir faire de la recherche, on gagne justement à pouvoir étudier, observer les marchés. Donc c'est ce que je fais et c'est ce que on va continuer de faire sur l'année 2020. Et pour moi, profiter de l'inefficience de marché, battre le marché, ça se passe là. Rien évidemment en termes de recommandations. Vous pouvez très bien faire de la sélectivité, mais également garder un bas de laine, un matelas qui vous sert justement à répliquer ce que fait le marché. Comme ça, vous avez les deux. Vous êtes capable d'aller battre le marché sur une poche de liquidité, mais vous conservez quand même un bas de laine qui est plus en mode long terme à répliquer ce que fait le marché. Et donc, quelque part, voilà un petit peu l'idée. Pour moi, il y a différents secteurs d'activité qui vont être importants sur 2020. Et comme je vous l'ai dit, c'est les secteurs d'activité donc, qui vont être liés à la santé. Déjà, je recherche pas mal la santé. Donc j'apprécie beaucoup toujours Sanofi. Vous allez avoir, d'un point de vue beaucoup plus spéculatif, il y a pas mal de résultats qui sont attendus sur les biotechnologies. Alors là, bien entendu, c'est qui tout double. Donc il faut bien faire attention par rapport à son horizon de placement et par rapport à son objectif et à son profil également. Mais clairement, là aussi, c'est qui tout double. Et sur les biotech, on va avoir pas mal de résultats. Je regarde des dossiers comme Carmat, je regarde des dossiers comme justement GenFit, DBV Technologies, Eritech, Pharma également. J'apprécie peut-être jouer la recovery sur l'énergie, donc à l'antithèse, donc solaire, renouvelable, pile à combustible, tout ça, c'est aussi, il y a un effet de mode là-dessus, donc c'est intéressant certainement de pouvoir suivre des tendances là-dessus. Mais également à l'antithèse, vous avez le secteur de l'énergie qui s'est fait pas mal massacrer et qui donc est redevenu value. Donc là aussi, il y a peut-être justement un effet de recovery. Donc derrière les banques également, on a vu déjà un premier cycle, donc ça va être
très intéressant de voir comment ça va construire et de voir justement si les bancaires sont dans la capacité là aussi de redevenir value, d'avoir du bon rendement et donc du coup d'attirer les fonds de gestion, etc. et les gestionnaires. C'est déjà le cas, mais il faut voir maintenant si on est capable sur 2020 de générer un cycle qui est plus important que juste un rebond de court terme. Et derrière, pour moi, marché émergent, si on pense à la baisse du dollar, on pense au marché émergent, donc tout ce qui est Asie notamment, donc surpondéré surtout l'Asie. Puis après toujours Brésil, Argentine, où on peut avoir des rebonds assez intéressants. Après l'Amérique du Sud actuellement, en effet, on n'est pas terrible, mais justement, parce qu'on n'est pas terrible, ça crée des inefficiences du marché, donc là aussi on peut être plus sélectif et aller essayer de piocher quelques valeurs. Vous l'avez vu déjà, si vous me suivez depuis quelques temps, j'apprécie des valeurs énergétiques aussi, mais je suis allé piocher une valeur énergétique argentine. Donc là aussi, puisque on cherche des mouvements justement de peur qui vont des bons business avec des bons actifs tangibles, des avantages compétitifs qui du coup se font complètement massacrer et qui reviennent à des niveaux de cours très intéressants. Ça c'est l'aspect fondamental et après il y a l'aspect timing avec l'analyse technique. Voilà, et derrière toujours un peu de tech parce que je pense que ça va beaucoup bouger sur 2020, mais je pense qu'il y aura quand même toujours des rebonds qui seront très appréciables sur la tech et donc si on est un peu plus court terme, on peut avoir des mouvements assez appréciables toujours sur la tech. Mais globalement voilà un petit peu les secteurs que je vais favoriser. Pourquoi? Avec les matières premières aussi, donc que ce soit des minières, or, argent, cuivre, et également tout ce qui va être lié en mode plus cyclique, acier, sidérurgiste et compagnie, où là aussi si on a vraiment un rebond cyclique, elle devrait pouvoir suivre. Là aussi vous avez des dossiers, c'est souvent très endetté tout ça, donc il faut faire attention. On choisit des valeurs qui sont moins endettées, qui ont la capacité financière de pouvoir faire face et justement donc de pouvoir évaluer, de pouvoir avoir une recovery et d'avoir toujours cet aspect donc value avec actifs tangibles et compagnie. Et donc du coup tout ça c'est lié à quoi? C'est lié à l'inflation. Tout le monde vous parle récession, tout le monde vous parle déflation. Mais l'idée finalement, le risque il n'est pas vraiment là. Le risque, je serais plutôt de dire, c'est le coup d'après. Le coup d'après c'est potentiellement le retour de l'inflation. Retour de l'inflation pourquoi? Pour gérer la problématique de dette. Donc je veux dire aujourd'hui les États, et c'est pas aujourd'hui, et c'est depuis tous les temps, on va vous parler de crise monétaire, on va vous parler de dévaluation des monnaies, mais c'est pas nouveau ça, depuis Néron, depuis Rome, c'est ce qu'on fait, c'est ce que l'ingénierie financière fait, on continue inlassablement de dévaluer. Pourquoi? Parce que on ne veut pas couper évidemment les standards de vie, on ne veut pas couper son confort de vie, donc on continue inexorablement à dévaluer la monnaie. Et de toute façon, dorénavant avec la monnaie fiduciaire, il suffit de faire un nouvel euro, il suffit de faire un nouveau dollar, et de toute façon on dévalue. Je veux dire, celles et ceux qui ont connu ça avec le nouveau franc, je veux dire, c'est pas nouveau. Donc parler de dévaluation monétaire justement en parlant que c'est la grande crise, etc., quelque part, on a déjà connu ça. Et ça créera quoi? Ça créera surtout de l'inflation. Donc ce que l'on doit surtout penser, c'est pas finalement la déflation, le ralentissement, ça c'est plutôt court terme, c'est plutôt justement les opportunités que ce ralentissement-là peut nourrir, peut nous permettre pour revenir sur des valeurs qui seront capables, grâce à des avantages compétitifs, à du pricing power, à pouvoir résister à un retour de l'inflation et pouvoir justement continuer de performer en n'étant pas impacté justement par la montée des prix des matières premières. Et donc on veut des entreprises avec avantages compétitifs, ce que Warren Buffett appelle le moat. On veut des entreprises justement avec des actifs tangibles. On veut des entreprises qui ont une dette qui est quand même gérable si jamais les taux devaient remonter, qu'elles ne se fassent pas non plus étrangler. Et ça, si on est sélectif et qu'on va sur ce type d'entreprise-là, ça veut dire que demain, dans le monde de demain, je veux dire, il peut se passer beaucoup de choses, mais on a quand même des entreprises où on est fier, on est content de les posséder, et on est dans cette capacité justement de jouer défensif par rapport à la sélection des entreprises que l'on va faire. Voilà, dans l'idée de penser que la déflation c'est absolument pas néfaste, mais que de toute façon les États n'aiment pas la déflation parce qu'il y a trop de dettes, et donc on va de toute façon vouloir tourner et tout faire pour tourner le plus rapidement possible vers l'inflation. Alors bien entendu aujourd'hui l'inflation avant qu'elle remonte à 2%, on peut se dire c'est pas demain la veille, mais voilà, c'est vraiment les enjeux, ça ne passera pas peut-être en 2020, il faudra peut-être encore un long cycle, plusieurs années, mais c'est quelque chose sur lequel on veut pouvoir se préparer et d'ores et déjà étudier, observer et avoir les bons dossiers en main et derrière juste attendre le timing idéal pour pouvoir rentrer, pour pouvoir accumuler ces valeurs. Donc
Voilà, on a, je pense, pas mal, c'est les enjeux que je regarde. 2020 sera une année parmi d'autres qui permettront un petit peu de chapeauter ces hypothèses de travail et donc du coup de un petit peu plus retrécir la liste que je vais vous présenter maintenant, qui est une longue liste, hein. Je veux dire, on est là sur des listes, on suit beaucoup de choses et puis derrière, petit à petit, on affine et derrière, quand on a les bonnes conditions qui se mettent en place, on peut avoir le bon timing, on peut commencer à prendre des positions et donc du coup à réduire. Alors voilà, comme toujours, hein, je ne suis pas un expert, pas de conseils, juste un partage d'avis avec vous, un partage d'hypothèses de travail comme ça, que bien évidemment sur l'année 2020 on va étirer. Donc du coup au niveau des actions, c'est une liste exhaustive, hein. Enfin c'est une liste qui est exhaustive, mais en même temps qui ne l'est pas, puisqu'il y aura nécessairement des titres qui sortiront de cette liste au fur et à mesure, puisqu'ils seront plus intéressants, parce que ce sera des faux dossiers, des faux bons dossiers fondamentaux, et il y en aura d'autres qui l'intégreront bien entendu. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, et chaque semaine, on parlera un petit peu de tout ça. Donc du coup, je vais vous proposer pas mal de valeurs, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre de préférence, de classement X ou Y, il y a des valeurs qui sont dans des bonnes dispositions fondamentales, qui sont à des bons niveaux de prix, mais dites-vous toujours, c'est pas parce qu'une valeur est pas chère fondamentalement parlant qu'elle ne peut pas devenir encore moins chère, et donc devenir une encore meilleure opportunité. Donc le deuxième aspect qui vient en couverture, c'est le timing. Ça, le timing vient avec l'analyse graphique. Alors vous allez voir, la majorité des valeurs que je vais vous proposer ne sont pas dans un timing parfait d'un point de vue graphique. Donc il faut encore patienter. Mais ça fait partie de la patience, de l'étude, de l'observation qu'un investisseur doit faire. Donc je vais vous proposer un certain nombre de dossiers. Ce que je vous propose également, c'est vous, dans les commentaires, de me proposer vos propres dossiers. Et comme ça, on fera ça, ça sera exhaustif, le plus exhaustif possible, le plus objectif possible. Et du coup, on partira sur ça sur 2020 pour pouvoir, semaine après semaine, commencer un petit peu à affiner au fur et à mesure. Et puis quand on a un alignement des planètes sur certaines valeurs, eh ben, on pourra le notifier tous ensemble et suivre un petit peu toutes ces valeurs-là. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et également à réagir dans les commentaires. Donc j'ai plusieurs valeurs, j'ai Energy Group, ça c'est plus fondamental, graphiquement c'est pas là encore. Showroom privé également, il y a du fondamental, il y a de la rumeur spécu, graphiquement c'est en train de s'améliorer, mais c'est pas non plus au moindre risque encore. Kerlink c'est la même chose. MBWS également, c'est pas encore mature graphiquement parlant, mais pareil, vous avez des fondamentaux. Alors, c'est tendance baissière, hein, ça, faites attention. Sanofi, ça c'est plutôt clean. Coface également, c'est intéressant. Jetswell, c'est en train de remonter un petit peu la pente, il peut y avoir quelque chose d'intéressant sur 2020, c'est des petites valeurs là, hein. Alors j'ai un petit peu un mix, hein, petite, plus grosse valeur. Metabolic Explorer également, je trouve que c'est intéressant, ça se paye pas cher actuellement. Et finalement, je dirais le plus dur est passé, donc là on peut avoir des bonnes nouvelles. Global et Bioénergie, c'est un petit peu dans le même esprit. Schlumberger, donc ça c'est le pari sur l'énergie. Éventuellement avoir des recoveries sur le secteur de l'énergie. Derichebourg, c'est encore en mode attente, mais on est en train d'arriver voilà, sur des niveaux de valo qui sont intéressants, mais graphiquement parlant, c'est pas encore le bon signal. Europcar, c'est dans la même idée dont on s'est parlé. Voilà, private equity qui sont blindés de cash, qui vont commencer à faire leurs emplettes sur les marchés, donc il peut y avoir des aspects spéculatifs, mais faites attention, vous emballez pas non plus. Parce que le private equity, ils ne vont pas forcément proposer des prix vraiment au-dessus des prix actuels du marché. Donc il faut faire attention. Il y a des choses qui vont... il y a des OPA, des OPR et compagnie qui vont être proposés à des prix vraiment supérieurs et d'autres peut-être juste au prix. Donc il faut faire le tri également. Eramé, ça c'est pour l'aspect métaux, matières premières. Valourec, pareil, énergie, pétrole, compagnie. Morel et Prom, même idée. CGG, même idée. Oronav, même idée également. Total aussi, ma liste. Ubisoft, donc Guillemot également, en parallèle de ça. Ça, c'est les plus petites entreprises. Excel Industrie, PSD Industrie, ça c'est plus sur le fondamental. Graphiquement, c'est pas encore mature. Fondamentalement, voilà, on arrive sur des niveaux de prix qui sont très intéressants. Renault également, là aussi, graphiquement parlant, on n'y est pas encore. Forcia, peut-être un petit peu de spécu avec la vente que devra faire Peugeot. Schneider Electric, Atos, Orange, Bolloré aussi. BIC, ça c'est plus éventuellement pour jouer une recovery, bon rendement, etc. Lizzy, Fnac, c'est pareil, dans la même idée que BIC. Accor, qui est en train de bien construire.
LDC, Bélier, donc ça également sur le secteur automobile, Bélier, Aquel, vous avez pas de dette là-dessus, donc et c'est des valeurs qui résistent bien. Vous avez Plastivaloir également, elle a un peu plus de dette, mais également c'est des valeurs éventuellement en recovery, mais c'est de l'automobile. Donc là évidemment, si en 2020 on décide de taper sur l'automobile une nouvelle fois, bon peut-être qu'on n'a pas fini de détruire de la valeur. Donc vous voyez, c'est des valeurs qui font partie de la liste maintenant, mais peut-être dans 2-3 mois, les choses changent et elles ne méritent plus de faire partie de la liste. Vous avez Wavestone, ça c'est plus sur le conseil, Suez, Engie, Target, vous avez Tikehau, Rothschild également dans la gestion d'actifs, Gaumont également, Gérard Perrier, ça c'est plus industrie, les bancaires, j'aime bien Crédit Agricole, Société Générale, BNP, AXA. Là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'elles peuvent maintenir leur rendement, parce que vous avez le rendement qui est très intéressant. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, elles peuvent toutes tenir leur rendement. Surtout Société Générale a l'air de pouvoir tenir le rendement, donc ça en fait également des valeurs qui peuvent être intéressantes. On retourne sur l'industrie, la plus plastique, groupe Guillain. Vous avez derrière Sidérurgiste, Acier et compagnie, donc tout ce qui est Imerys, ArcelorMittal, et surtout ma préférée qui est Aperam. Pourquoi? Parce que la dette est bien gérée. Des aspects spéculatifs également dans la suite logique de la Française des Jeux. ADP, Air France éventuellement. Voilà, des actifs que le gouvernement n'a pas l'air de juger comme stratégiques, qui peuvent en effet, où il peut continuer de se retirer. Renault aussi peut être éventuellement une autre optique. Derrière, Global EcoPower, sa plus petite valeur. Elior également qui peut se retourner. Derrière, les biotech, on en a déjà parlé. DBV Techno, Genfit, Eritech, Karma, Poxel, Nicox également qui m'intéresse. Pierre et Vacances qui est en train de faire une recovery actuellement. Là aussi, il y a un petit peu de dette, mais je pense que le marché va attendre le plan qui doit être présenté dans quelques semaines, quelques mois. TF1, voilà, qui est sur un bon niveau également. Un bon niveau de prix, alors c'est les tendances baissières, faites bien attention à ça, vous êtes dans des tendances baissières, c'est pas moins de vos risques. Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que fondamentalement, vous avez un bon rendement et vous êtes sur un bon niveau de prix. Mais voilà, ce niveau de prix, potentiellement, il peut aller beaucoup plus bas, et donc du coup, vous pouvez être encore sur un meilleur niveau de prix. Donc c'est ça qui est intéressant, le fondamental, il faut bien faire attention à bien distinguer fondamental et timing derrière, parce que sinon vous allez au-devant de graves problèmes, et vous allez acheter certes des bons dossiers, mais vous allez les acheter pour vous, ce qui vous semble pas cher, mais vous auriez pu faire une encore meilleure affaire si vous aviez attendu un petit peu. Donc, le conseil également pour investir en 2020, c'est de fragmenter les ordres, jamais rentrer en position pleine d'un coup, comme ça. On fragmente les ordres, on rentre au fur et à mesure, et derrière, voilà, on essaye de patienter les bons timings, on essaye justement d'aller sur des entreprises qui sont de qualité. On fait attention à l'endettement, on fait attention aux actifs nets, tangibles et à l'avantage compétitif. Voilà. Et on fait tout ça, cette étude-là, et c'est ce qui vous permettra de toute façon de toujours retirer votre épingle du jeu, peu importe l'environnement de marché. Ne passez pas du temps à vous poser 36 000 questions sur l'environnement de marché, passez plus de temps à décrypter les entreprises, regarder ce qu'elles font, regarder quels sont leurs bilans, leurs comptes de résultats, voilà, et essayez d'évaluer réellement avec vos propres connaissances également. Parce que si vous ne comprenez pas un business, si vous n'arrivez pas à comprendre comment une entreprise fait de l'argent ou comment elle réussira à continuer à faire de l'argent dans le futur, laissez tomber. N'essayez pas de vous dire parce que j'ai lu un truc, un machin à côté, il m'a dit c'était une super boîte. Non, si vous ne comprenez pas, n'essayez pas d'investir là-dessus. Vous devez avoir vos propres convictions et vous devez vous-même réussir à comprendre justement la simplicité du business model. Quand les business models sont trop compliqués, en règle générale, c'est rarement des bons investissements à long terme. Donc voilà un petit peu pour l'idée, cette vidéo que je voulais faire pour vous préparer un petit peu les hypothèses de travail, préparer 2020 et essayer voilà, d'être un petit peu exhaustif sur une liste de valeurs que je vais suivre. Absolument pas, je ne vais pas toutes les acheter bien entendu, c'est une liste de valeurs à suivre. N'hésitez pas dans les commentaires à rajouter votre propre liste, à rajouter les valeurs que vous suivez, les raisons pour lesquelles vous les suivez, à partager également potentiellement si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, à mettre un pouce en l'air également si la vidéo vous a plu et à la partager. Quant à moi, je vous souhaite justement une bonne année 2020 qu'on pourra, j'espère, passer ensemble, à triturer comme ça ce qui deviendra intéressant ou moins intéressant et à commenter chaque week-end. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez rien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!